Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons voir maintenant le problème des singularités. Alors d'abord, la métrique a deux singularités. Tout d'abord en R égale 0. Et là, on voit facilement que toutes les quantités y deviennent infinies. Il s'agit donc d'une vraie singularité, du moins si l'on admet que toute la matière tombe et se concentre en un point. On a vu que l'effondrement est inéluctable. Donc ça devrait arriver, mais ça, c'est de la physique classique. Nous savons que dans un tel domaine, la physique quantique doit dominer. Lorsque la matière se trouve concentrée dans des dimensions de l'ordre atomique ou subatomique, une taille très petite, les effets quantiques doivent prendre le dessus, en particulier le principe de l'incertitude, qui implique que rien ne peut être à la fois immobile et avec une position précise. Donc il y a un principe d'indétermination, un principe d'incertitude, et donc la taille du point central est probablement extrêmement petite, extrêmement dense, extrêmement concentrée, avec des valeurs énormes, mais finie. Je dis devrait ou serait, je parle au conditionnel, parce que pour traiter un tel cas, il faudrait pour bien faire utiliser une théorie de gravitation quantique dont nous ne disposons pas actuellement de version validée. Toutefois, on peut admettre que au moins la matière s'y concentre très fortement. Nous avons aussi une autre singularité dans la métrique, en R égale Rg. Mais en réalité, cette singularité n'a rien de physique. Et nous allons voir comment. C'est dû à un choix malheureux des coordonnées. Nous reviendrons sur ce point. Voyons une chute libre radiale, verticale dans le trou noir, avec dθ et dφ égale 0. Donc on tombe radialement. Et bien sûr, uθ égale uφ égale 0. On peut alors écrire l'équation des géodésiques pour R, c'est d alpha UR U alpha, c'est-à-dire égale 0, c'est-à-dire D UR sur dx alpha plus U alpha plus U sigma U alpha U lambda, U alpha U lambda fois gamma R alpha lambda égale 0. On peut utiliser les coefficients de la connexion que nous connaissons, et donc on obtient l'équation T de R sur dt au carré plus Rg sur 2R carré fois, entre crochets, 1 moins Rg sur R exposant, non pas moins 1, c'est après, U0 carré, plus 1 moins Rg sur R moins 1, U phi carré. Or, le terme entre crochets, en comparant à la métrique, on voit que c'est simplement moins G00 U0 carré plus, c'est UR ici, évidemment, GRR fois UR carré. Les autres termes étant forcément nuls, c'est simplement moins U fois U. La norme du vecteur, du côté qui est égal à C carré, donc c'est moins C carré. Et donc l'équation devient tout simplement D de R sur dt au carré égale moins Rg C carré sur 2R carré, c'est-à-dire encore moins Gm sur R carré. Cette équation ressemble d'ailleurs à celle de Newton, au temps propre près. Et cette équation ne présente pas de singularité pour la trajectoire. Donc,
le corps tombe et atteint non seulement l'horizon en un temps fini, mais il atteint même la singularité en un temps fini, en un temps propre fini. Notons qu'on peut calculer assez facilement la solution, calculer le temps de chute, et entre le moment où il atteint l'horizon et le moment où il atteint la singularité centrale, le temps pour un trou noir stellaire est de l'ordre de la milliseconde, ça va donc très vite, et pour un trou noir supermassif, le temps est de l'ordre de l'heure. On a le temps de savoir qu'on est foutu. On peut regarder aussi l'autre géodésique pour l'autre équation pour la composante temporelle, des alpha U0 U alpha égale 0, ce qui donne d2t sur d tau carré est égal à moins dt sur d tau fois dr sur d tau fois rg sur r fois 1 moins rg sur r exposant moins 1. Et là, on constate une singularité. C'est-à-dire que le temps, à cause du 1 moins rg sur r, exposant moins 1, le temps, la coordonnée du temps, tend vers l'infini lorsque le rayon atteint rg. En fait, si on regarde la métrique, on voit que pour des rayons très grands, on retrouve la métrique de Minkowski et le temps coordonné s'identifie au temps de Minkowski. Le temps extérieur, c'est le temps et il est égal au temps propre pour un observateur lointain. Un observateur immobile par rapport au trou noir, situé extrêmement loin, à t égale tau. Donc, pour lui, le temps, la coordonnée, est son temps propre. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour un observateur très lointain, le temps que met le voyageur à atteindre l'horizon est infini. Mais pour le voyageur, la trajectoire est tout à fait normale avec un temps propre fini pour le voyage complet. Considérons un observateur au repos. On doit avoir d tau carré égale 1 moins rg sur r dt carré. Ce qui veut dire que le rayon ne peut être que supérieur au rayon gravitationnel, à l'horizon. Et ça veut dire simplement que sous l'horizon, l'observateur ne peut pas être au repos. Il ne peut que chuter. Sa seule trajectoire tombe. Cela justifie le nom que l'on donne à cette surface de rayon R égale Rg, qui d'ailleurs n'est pas une surface matérielle. La matière, elle tombe au centre. C'est une surface géométrique. Cette surface est donc appelée horizon des événements, parce que rien ne peut sortir du trou noir. Toute trajectoire interne est forcément vers le bas. Et donc, tout événement à l'intérieur reste caché pour tout observateur extérieur. Cela explique d'ailleurs que l'observateur lointain ne voit jamais l'observateur passer l'horizon, parce qu'aucune info ne lui vient d'au-delà de l'horizon. Considérons maintenant un repère local lié au voyageur, un repère qui lui est attaché, son référentiel. On le définit simplement comme ET' égale 1 moins RG sur R, donc en se servant de la métrique, moins 1 demi ET, ER' est égal à 1 moins RG sur R, exposant 1 demi ER, E θ' égale 1 sur R Eθ, et E phi' égale
1 sur R sin θ E phi. Donc ça, c'est le repère qui est attaché au voyageur, le référentiel. Et on peut calculer dans ce nouveau référentiel, donc un nouveau système de coordonnées, on peut calculer les composants de la connexion du tenseur de courbure. Je vous donne les résultats. Alors, je n'écris pas tous les primes parce que c'est pour alléger l'écriture. Normalement, on devrait avoir R, T', etc. Je ne mets pas les apostrophes. Donc, RT est alors égal à moins 2m sur R cube. On a R, T', égale M sur R cube. Et R, θ phi égale 2m sur R cube. R θ, qui est égal à R phi, égale moins m sur R cube. Avec un premier constat, bien sûr, quand ça tend vers R0, ça diverge. C'est la singularité centrale, qui est une vraie singularité physique, au moins en physique classique. Et en RG, à nouveau, donc à la limite de l'horizon des événements, à nouveau, ces relations n'ont plus de singularité, n'ont pas de singularité. Donc cette singularité n'est vraiment pas une singularité physique, c'est vraiment une singularité due au choix des coordonnées, du fait qu'on choisit une coordonnée du temps idéale pour un observateur lointain, la coordonnée T de Minkowski pour l'espace lointain, et donc, comme l'observateur n'a pas accès à l'information à l'intérieur du trou noir, ça conduit forcément à une singularité. On verra plus tard qu'on peut choisir des coordonnées plus appropriées pour ce qui se passe au niveau du trou noir. Nous rappelons aussi que les coefficients de courbure sont liés aux forces de marée. Et on voit que lorsque R diminue, les forces de marée augmentent. Avec des R cubes, ça augmente même assez vite. Les forces de marée peuvent être considérables aux abords d'un trou noir. Actuellement, près du trou noir central de notre galaxie, il y a une étoile qui s'en approche. On a calculé sa trajectoire, on sait qu'elle va finir, malheureusement, dans le festin de Gargantua. Donc, elle va plonger dans le trou noir. On a déjà calculé sur l'ordinateur, simulé sur l'ordinateur ce qui va se passer, et on sait que l'étoile va s'étirer, s'effilocher, et complètement entourer le trou noir avant de plonger dedans. Donc, ça devrait donner un spectacle assez fabuleux. Un dernier détail, rappelons-nous la métrique de Schwarzschild. On peut regarder sa signature. À l'extérieur, sa signature, c'est moins, plus, plus, plus. Le moins est typique du temps, c'est ce qu'on retrouve avec Minkowski, et il n'y a pas de surprise. Mais sous RG, la signature, c'est plus, moins, plus, plus. Il y a une inversion. Et donc, en fait, le temps, c'est la deuxième coordonnée, c'est R. Il y a une inversion de l'espace, de la coordonnée de l'espace et de la coordonnée du temps, R et T. Alors, contrairement à ce que j'ai déjà lu, c'est que le temps ne devient pas de l'espace et l'espace du temps. C'est simplement le choix des coordonnées qui est comme ça. La coordonnée temporelle, sous l'horizon, se nomme R. Et la coordonnée spatiale, radiale, sous le trou noir, s'appelle T. C'est un changement de signification des variables, et pas une inversion du temps et de l'espace. Évidemment, c'est lié aussi à cette malheureuse singularité due au choix des coordonnées, et cette inversion en est tout à fait caractéristique. Voilà, alors, ici nous avons les bases techniques. À partir de ça, on peut calculer tout ce qu'on veut, comme les forces de marée, tout ce qu'on a envie, le temps de chute, etc. Et il est intéressant alors de se poser des questions sur que se passe-t-il aux environs de l'horizon des événements.
pour un observateur qui tombe ou pour un observateur lointain qui observe le trou noir. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous passerons en revue les différents effets physiques, ça sera plus qualitatif, nous passerons en revue les effets physiques qui se passent au niveau de l'horizon des événements. Je vous remercie.